débat. La députée de Saanich Gulf Islands. Présidente, et merci à tous mes collègues ici. Je veux dire particulièrement c'est le Parti conservateur, puis aussi les libéraux, puis aussi le Bloc québécois, l'NPD, ont fait une décision pour donner au Parti vert du Canada l'occasion et l'opportunité de faire quelques commentaires maintenant. Et je veux dire un grand merci à tout le monde. Nous avons maintenant l'annoncé économique de l'automne 2022. Ce n'est pas un budget. Nous restons, pas particulièrement en suspense, mais nous restons pour les décisions de printemps et le budget 2023. Mais la ministre de Finances a fait quelques décisions et faire une approche et indiquer les tendances du gouvernement. I think what we Nous avons ici une évaluation honnête. La ministre des Finances nous a dit que les choses risquent de mal aller bientôt. C'est important de faire face à la réalité économique parce que ce n'est pas seulement nous, Canadiens, qui doivent faire face à la réalité des problèmes mondiaux. Nous avons les problèmes mondiaux et c'est la croissance des coûts de toutes les choses, presque toutes les choses quotidiennes. Mais, à mon avis, ce n'est pas l'inflation. I want to say... Je dois vous dire que la ministre des Finances et le ministère ont été honnêtes en disant qu'il pourrait ne pas y avoir de croissance économique au cours des 2 prochains trimestres. Il pourrait y avoir un ralentissement. La ministre a dit que oui, la maison est solide, le toit est solide, c'est bien, mais nous faisons face à des défis mondiaux sans précédent. Je vais faire preuve de neutralité et vous dire que nous avons de nouvelles indications qui nous laissent entrevoir une sensibilisation à quelque chose d'important. Alors d'abord, j'aimerais vous dire qu'il y a de bonnes nouvelles dans ce budget, il y a de moins bonnes nouvelles, il y a des occasions ratées. J'aurais aimé voir une taxe sur les profits excédentaires des entreprises pétrolières qui engrangent des milliards de dollars à chaque trimestre. Ces profits ne sont pas attribuables à la sagesse économique ou au génie des gens de l'industrie qui savent comment préparer leur industrie pour le succès. Soyons clairs. Ces profits sont attribuables à la guerre de Poutine en Ukraine. Ces sociétés profitent de la guerre. Aucun secteur, aucun PDG ne devrait être fier d'engranger des profits pour ses actionnaires en raison d'une guerre. Ils ne devraient pas en être fiers quand ils engrangent des profits records et que les Canadiens souffrent. Aucun PDG d'entreprise ne devrait en être fier. Je suis des Maritimes, je connais la famille Irving, alors pardonnez-moi de parler d'eux. Ils ont des raffineries, ils ont aussi engrangé des profits records et ils ont trouvé un moyen d'éviter de payer des impôts au Canada avec des manigances avec leur compagnie d'assurance à l'étranger. Les dirigeants d'entreprises du Canada doivent se demander ce qu'ils font pour les Canadiens. Et la ministre des Finances, aujourd'hui, a raté l'occasion de dire si vous avez des profits excédentaires dans le secteur pétrolier ou des banques ou des assurances, si vous détenez un grand pourcentage de la richesse canadienne, vous devriez payer une taxe sur la richesse. Nous voyons que des temps difficiles
s'en viennent. Nous savons que les Canadiens feront face à des prix accrus pour plusieurs choses. Ne devrions-nous pas maintenant déterminer que nous avons besoin de revenus supplémentaires pour veiller à ce que les gens puissent payer leur loyer, puissent payer leur hypothèque, puissent payer l'épicerie plutôt que d'aller à la banque alimentaire? On ne sait pas combien de temps il faudra avant que l'économie commence à mieux aller. Nous savons comment ça fonctionne. Évidemment, la marée qui monte fait monter les yachts et nous savons que les gens auront besoin d'aide avec leurs petites embarcations très bientôt. Un autre endroit pour avoir plus de revenus, c'est cesser de dépenser sur un secteur qui, on le sait, nous fait dépenser des milliards de dollars pour la crise climatique. Depuis que Stephen Harper a été premier ministre en 2009, au sommet du G20, rappel au règlement, j'aimerais signaler que nous n'avons pas le quorum. Just a moment. I'll just double. Un instant, nous allons vérifier aussi les gens qui sont avec nous virtuellement. So I really appreciate the honourable. Je remercie le député de l'avoir signalé. Nous allons sonner les cloches pour obtenir le quorum. J'aimerais donc donner la parole à l'honorable députée. Elle peut poursuivre son discours. Merci, Madame la Présidente, et je tiens à remercier tous mes honorables collègues qui sont revenus pour que nous puissions atteindre le quorum. J'aimerais aussi remercier mon collègue de Whitby qui a dû interrompre une réunion importante sur le financement climatique. L'un des éléments de cet énoncé économique d'automne est le suivant. Lorsqu'il y aura des réformes sur le financement climatique, je tiens à vous dire que j'espère que le projet de loi S243 nous parviendra bientôt de l'autre endroit afin que le secteur des finances puisse être harmonisé avec nos objectifs climatiques. Je reviens à mes propos, Madame la Présidente. Lorsqu'on considère la situation actuelle, on voit que les Canadiens ont besoin d'aide à court terme. Et cette aide, ce soutien, doit venir en s'attaquant aux revenus excédentaires de grandes industries comme les combustibles fossiles, l'industrie des banques et des assurances et les grandes chaînes d'épicerie s'il y a des profits excédentaires tels que certains de mes collègues du NPD l'ont mentionné. Il y a des choses que nous pouvons faire pour traverser cette tempête si nous prenons soin les uns des autres. Quand je regarde cet énoncé, Première fois que quand j'ai lu quelque chose préparé par le département de finances, il est clair que la crise de changement climatique ne reste pas comme en passé comme un enjeu environnemental où on doit avoir dépenses des fonds. Non. Dans pour la première fois, cet énoncé économique de l'automne, dans leur explication des problèmes, des crises, les défis actuellement, c'est clair que la crise climatique, ce n'est pas seulement un des milieux enjeux, c'est une cause de notre situation économique. For the first time, pour la première fois, il semble que Finance Canada reconnaît une menace grandissante à notre santé économique due à l'instabilité mondiale que représente la crise climatique.
Dans cet énoncé, on voit des références à cette situation. Oui, il y aura un fonds, c'est une bonne chose. Je suis ravie de voir un crédit d'impôt d'investissement pour la création de technologies plus vertes. Je tiens à mentionner que les petits réacteurs modulaires ne devraient pas être sur la liste, mais l'énergie solaire, aérienne, l'énergie géothermique et autres technologies qui nous aident à éviter le gaspillage d'énergie, ce sont de bonnes initiatives, mais ce n'est pas ce dont je parle. Finance Canada remarque que la perturbation des chaînes d'approvisionnement est, du moins partiellement, entraînée par la crise climatique. Si la chaîne d'approvisionnement est perturbée, on ne peut pas obtenir assez de produits sur le marché. Par exemple, lorsque la rivière du Mississippi a un niveau d'eau si bas que les navires ne peuvent pas traverser. Les rivières atmosphériques, par exemple, ont coupé les routes vers Vancouver. Cet énoncé économique nous rappelle les coûts énormes qui seront engendrés par la crise climatique et nous rappelle qu'il faut réagir. Il y a des coûts associés à la reprise dans les provinces atlantiques et au Québec suite à l'ouragan Fiona. Il y a encore des coûts associés à la reprise en Colombie-Britannique suite aux différents événements météorologiques. Et la rivière atmosphérique de l'automne dernier nous rappelle que toutes les routes qui nous permettent de rejoindre Vancouver ont été impraticables pendant un moment et cela a eu évidemment des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement sont affectées par la crise climatique. Il y a aussi, par exemple, des sécheresses dans d'autres pays, partout dans le monde, qui entraînent une augmentation du prix des aliments lorsque les Canadiens vont à l'épicerie. La crise climatique n'est pas un enjeu séparé. On voit dans l'énoncé économique qu'on commence à comprendre qu'il s'agit d'un problème qui fait partie du tissu même de la situation économique mondiale. Et je l'ai déjà dit plus tôt, ce n'est pas une situation typique d'inflation. Ce n'est pas une situation typique d'inflation entraînée par la demande. À l'heure actuelle, il y a une inflation causée par un problème au niveau de l'offre. Il y a eu l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine et la crise climatique qui entraîne une hausse des prix. Quand nos produits coûtent plus cher, les outils dont nous disposons n'auront pas les mêmes effets, comme par exemple les outils de la Banque du Canada, que lors de l'inflation typique. Dans les années 70, l'ancien premier ministre Pierre Trudeau avait mis en place des mesures pour contrôler la crise, mais ce n'est pas du tout la même situation que celle d'aujourd'hui. Il y a des augmentations bien réelles du coût de la vie associées à la guerre à cause de la crise climatique et cela entraîne beaucoup de fluctuations dans les prix des produits. La crise climatique menace notre économie et lorsqu'on se penche réellement sur la question, on réalise qu'il faut agir et aller beaucoup plus loin. Que Finance Canada le dise de façon explicite ou non, il est clair que Finance Canada commence à le réaliser. Je n'ai jamais vu de document qui faisait référence de façon si constante aux répercussions de la crise climatique sur toutes les facettes de notre économie. Et toutes ces répercussions sont négatives. Il y a une occasion manquée, par contre. L'honorable ministre des Finances a parlé d'un moment en 1903, quand l'ancien premier ministre Wilfrid Laurier a dit à cette Chambre que nous ne pouvions pas attendre et qu'il était temps d'agir. Il parlait du défi associé au chemin de fer transcontinental. Bon, je ne parlerai pas des coûts en vie humaine ou de la prise de possession des territoires autochtones, mais à l'heure actuelle, il y a un défi et nous ne travaillons pas à résoudre le problème. Il faut un réseau d'électricité, non pas carboneutre, mais sans carbone. L'électricité doit provenir
de panneaux solaires et je crois que l'Alberta sera un grand joueur aussi. On peut produire de l'énergie solaire en Alberta à coût bien moindre qu'ailleurs au Canada. Il faut aussi utiliser l'hydroélectricité en Colombie-Britannique. On pourrait aller bien plus loin avec les énergies renouvelables au Canada. Et l'élément le plus important, c'est que le réseau électrique doit bien fonctionner d'un océan à l'autre. Et on n'en parle pas assez dans cet énoncé économique. On n'aborde pas la question parce qu'il y a toujours le même problème, la fédération. On ne peut pas envoyer de la bière d'un côté à l'autre du Canada, comme on ne peut pas envoyer de l'électricité d'un côté à l'autre du Canada. Envoyer des produits du Manitoba à l'Ontario, c'est impossible. Je connais bien la région avec la forêt boréale qui appartient à une communauté autochtone. Et on le sait, selon la Déclaration des Nations unies, il faut le consentement libre, préalable et éclairé avant de pouvoir établir des routes de transport. On doit pouvoir envoyer l'électricité d'Hydro-Québec au Nunavut. Il faut réfléchir à des solutions. Il faut penser grand. Et oui, en 1903, le défi, c'était le chemin de fer transcanadien. Mais aujourd'hui, en tant que pays moderne, il faut un réseau électrique transcanadien. Le réseau, c'est la batterie. Madame la Présidente, permettez-moi de vous donner un exemple. En Europe, eh bien, évidemment, l'Union européenne est composée d'États et de nations séparées et ils ont un meilleur niveau de coopération entre les différents États membres que les provinces et territoires du Canada. Le Danemark produit énormément d'énergie éolienne et peut exporter son énergie excédentaire à la Norvège. La Norvège s'approvisionne donc à faible coût en énergie verte provenant du Danemark. Et s'ils n'en ont pas besoin, ils l'envoient vers des réservoirs de stockage. On parle de cette technologie dans l'énoncé. Et l'énergie reste et l'électricité reste jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Puis, on ouvre. Et donc, en fait, ils utilisent des systèmes très élégants, des solutions d'échange international qui permettent de transférer l'électricité. Mais on ne peut pas le faire au Canada. Et c'est un projet essentiel qui doit être entrepris plus tôt que tard. J'aimerais conclure, Madame la Présidente, en disant ceci. Cette augmentation du coût de la vie que ressentent les Canadiens n'est pas l'inflation typique que l'on connaît. Elle n'est pas entraînée par une hausse de la demande. J'entends un de mes collègues me souffler un mot, je ne le dirai pas puisqu'il est interdit dans cette chambre. Ce n'est pas une inflation normale. Ce n'est pas une inflation principalement entraînée par la demande. Elle est principalement créée par la guerre en Ukraine. Et je tiens à le mentionner encore une fois, le Canada soutient l'Ukraine. Nous avons foi en le président Zelensky, sa bravoure et la bravoure du peuple ukrainien. Nous devons faire preuve de solidarité. Mais il faut en faire beaucoup plus dans nos efforts de solidarité si nous voulons obtenir la paix. Une grande partie de l'augmentation du coût de la vie que les Canadiens vivent actuellement sont associés à la guerre brutale que Poutine mène en Ukraine. Et nous devons utiliser toutes nos puissances discrètes pour encourager des cessez-le-feu, des négociations de paix. Ce n'est pas assez de dire Slava Ukraine et nous sommes du côté de l'Ukraine. Nous devons en faire plus puisque nous pouvons en faire plus. Nous devons dire à nos alliés de l'OTAN que si nous ne pouvons pas aider l'Ukraine à cause de notre appartenance à l'OTAN, peut-être devrions-nous nous retirer de l'OTAN. Si l'OTAN ne peut pas faire tout cela, peut-être devrions-nous nous poser la question à quoi vaut cette alliance si on ne peut pas protéger l'Ukraine à cause de la présence d'armes nucléaires au sein de l'OTAN et de la Russie. Mais il faut s'attaquer à l'augmentation du coût de la vie. Il faut avoir plusieurs outils et pistes de solutions utilisés en même temps pour éviter
la crise. Nous devons en faire plus au Canada et être des chefs de file sur la question des changements climatiques. Cela signifie arrêter le projet d'expansion du pipeline Trans Mountain et mettre à profit les ressources pour les Canadiens. Je parle ici de renforcement des capacités, d'infrastructures nécessaires. Bref, nous n'avons pas besoin du pipeline. Comme le secrétaire général des Nations unies, Antonio Gutiérrez, l'a dit, il s'agit d'une folie morale et économique. Tout comme les projets pétroliers près de Terre-Neuve, comme la fracturation hydraulique au Canada, alors que et prétendre que le GNL est mieux que le charbon. Ces réalités, les réalités économiques, puis aussi les réalités de la guerre et les réalités de crise, de changement climatique. Nous pouvons éviter le pire si nous changeons de direction rapidement. Nous pouvons suivre les indications et balises données par la ministre des Finances dans cet énoncé économique et dire que le budget 2020 nous aidera à suivre les recommandations, à suivre la science, à s'éloigner des combustibles fossiles, à aider les Canadiens qui travaillent dans cette industrie et aider les Canadiens à se préparer pour la situation difficile à venir. Commentaire, le député de Whitburn. Merci à mon ami de Saanich Gulf Islands. Avant la pandémie, nous nous préoccupions beaucoup de l'économie de la pige. De nombreuses personnes devaient avoir 2, peut-être 3 emplois très faiblement rémunérés. Mais maintenant, c'est un secteur où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Les personnes qui travaillaient dans l'économie de la pige ont pris la place de personnes, par exemple, de mon âge, qui sont parties à la retraite. Bon, certains d'entre nous ne sont pas encore à la retraite, mais bref, de nombreux Canadiens d'un certain âge se sont retirés du marché du travail. Nous avons un plan d'immigration qui permettrait de combler ces postes sur le marché du travail. Mais j'aimerais demander à l'honorable députée si, selon elle, nous devrions déployer des efforts supplémentaires pour éviter qu'une nouvelle génération se retrouve pris dans des emplois d'économie de la pige à faible rémunération. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci pour la question. Le Congrès du travail canadien a publié un article sur la question récemment à parler du nouveau monde du travail. À quoi ressemble notre économie? Dans le contexte de l'intelligence artificielle, il y a l'économie de la pige qui a déjà entraîné une insécurité chez les travailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec mon honorable collègue. Il y a des vagues de retraite et on a tout à coup tous les boomers, tous les baby boomers qui quittent le marché du travail et il y a un vide, il y a un manque de relève. C'est pourquoi l'énoncé économique d'automne se penche sur la question de l'immigration, et notamment d'immigrants formés, compétents, par exemple dans le secteur de la construction. Mais nous pouvons aussi en faire bien plus pour nous préparer à l'automatisation en adoptant un revenu minimum garanti aussi rapidement que possible pour protéger l'économie des contre-coups de cette automatisation. Lorsque chaque Canadien pourra se maintenir au-dessus du seuil de la pauvreté, peut-être pourront-ils travailler dans l'économie de la pige, peut-être faire du bénévolat dans un centre communautaire, peut-être faire un peu de jardinage. Mais bref, cela permettra à notre société d'être prête et de survivre aux contre-coups. Questions et commentaires? Parlementaire pour le premier ministre et pour la présidente du Conseil du Trésor. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Puis à chaque fois que j'écoute mon honorable collègue de Saanich Gulf Islands, j'apprends beaucoup. Et j'aimerais la remercier encore une fois pour son excellent discours et analyse de l'énoncé économique à l'automne. Madame la Présidente, ma question, je dois remarquer que l'honorable député a mentionné que l'inflation n'est pas typique cette fois-ci. Et puis, il y avait une reconnaissance par la ministre des Finances et son ministère de cette question. J'aimerais lui poser une question très honnête. Nous savons tous, parce que j'écoute ma collègue très souvent,
On sait bien que même si on cessait toute activité économique, il y a un décalage entre nos activités puis les émissions à gaz à l'effet de serre. Alors, il va y avoir des modifications, des changements dans notre climat, peu importe ce qu'on va faire maintenant. Est-ce qu'elle est en train de nous dire aussi qu'elle croit que dorénavant, il va y avoir toujours une pression inflationniste à cause des changements climatiques qui va perdurer pour longtemps jusqu'au moment qu'on va résoudre, la crise climatique? Le député de Saanich Gulf Islands. Merci beaucoup à mon collègue de Hall-Elmer. Quelle bonne question. Nous sommes maintenant dans une période ce n'est pas court. Hein? Je vais utiliser, c'est le titre d'un livre, je n'ai pas les mots en français. C'est un book by James Kunstler. C'est un livre de James Kunstler, écrit il y a à peu près 10 ans, qui s'appelle « Long Emergency », qui disait que l'économie allait dégringoler avec les carburants et combustibles fossiles qui allaient devenir de plus en plus chers, on allait s'en écarter. Donc cette urgence longue, c'était la situation actuelle, une augmentation des coûts, un décalage vraiment réel entre les choses. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une tendance inflationniste, mais il faut repenser la façon dont la société peut se développer malgré ces vents de face. Ça ne va pas disparaître, donc il faut aborder ces choses-là différemment. Il faut concevoir notre économie différemment. Le PIB n'est pas une bonne façon de mesurer les choses. Ce n'est pas un bon repère pour tracer notre voie pour lutter contre les changements climatiques. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays se sont réunis à Bretton Woods pour voir quelles seraient les institutions financières mondiales qui nous aideraient à rebâtir le monde. Donc, on a besoin d'un nouveau Bretton Woods pour aider à faire face aux retombées post-Covid sur notre économie, à faire face aux impacts des changements climatiques sur notre économie. On ne peut pas réécrire les lois en matière de chimie, de physique et d'astronomie, mais on peut, je crois, revoir nos politiques monétaires et économiques. Les banques, les institutions financières doivent ensemble travailler pour protéger les êtres humains et aussi les autres espèces de cette planète. Quels sont les commentaires? Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Précédemment, la députée de Saanich Gulf Islands a parlé d'un revenu minimum garanti. Ici, à la Chambre, il y a un projet de loi C-22 qui prévoit cela pour les Canadiens ayant un handicap qui vivent dans une situation de pauvreté. Dans cet énoncé économique, on ne parle pas de financement pour cette prestation, ou on ne parle pas non plus d'aide d'urgence, comme on l'a fait avec la PCU, pour aider les personnes qui vivent dans la pauvreté et les personnes handicapées au Canada. Notre collègue peut-elle nous parler un petit peu de cette occasion? Si ce n'est pas dans l'énoncé économique de l'automne, tous les parlementaires devraient travailler ensemble pour que, bon, même si ce n'est pas maintenant, d'ici peut-être le budget 2023, ces mesures cruciales soient adoptées et mises en œuvre. La députée, je remercie mon collègue de Kitchener Centre. C'est effectivement une des plus grosses déceptions dans l'énoncé économique. Avec le soutien unanime que C-22 a reçu en deuxième lecture, on va pouvoir avancer, mais j'aurais aimé qu'on crée un fonds intérimaire à court terme pour qu'aucun Canadien handicapé n'ait à vivre sous le seuil de la pauvreté. On sait que trop souvent, les personnes en situation de handicap sont de manière disproportionnée vivent dans la pauvreté et on n'a pas besoin d'attendre le prochain budget. On pourrait proposer cette mesure à n'importe quel moment. Nous savons qu'il va y avoir un projet de loi d'application du budget. Ce serait une bonne façon
de légiférer sur un paiement intérimaire jusqu'à ce que C22 soit adopté et pleinement financé. Une question rapide. Bref question. The honourable Kitchener. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente, de m'accorder la parole pour aborder un autre point qui est mentionné dans l'énoncé économique de l'automne. Bon, la crise en matière de logement, c'est dans le préambule, mais ensuite, pour ce qui est des mesures concrètes, il n'y a qu'une seule mesure qui vise à lutter contre la revente précipitée de biens immobiliers résidentiels. Il faudrait que les logements, ce soit un endroit où vivre, pas juste un bien que les investisseurs peuvent échanger. Ma collègue aurait-elle aimé qu'on parle davantage du logement et qu'il y ait plus de mesures pour répondre ou faire face à cette crise du logement? Une réponse rapide, il reste 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue de Kitchener Centre. Le discours de la ministre parle de donc s'attaquer à la spéculation dans le marché immobilier. La seule mesure donc sur les reventes précipitées est la seule qui a été annoncée. Bon, il faut voir combien des unités de logement sont inaccessibles pour que les gens puissent y habiter. Ça fait partie du marché Airbnb. Airbnb est un marché qui paye très peu d'impôts au Canada, un marché planétaire.